Alors, nous avons presque terminé. On n'a quasiment pas beaucoup de retard. Donc, du coup, Alexandre Bertin, qui est responsable de la veille et de prospective chez Unitech, me rejoint. Du coup, on a parlé de beaucoup de solutions, mais là, on va aller du côté des événements sportifs et on va aller voir qu'est-ce qui se passe en termes de fan expérience. Donc, je vais lui donner un micro et je vais lui mettre la bonne. C'est bon. Bonjour bonjour à toutes et à tous. Merci Marion et ADI d'avoir pensé à moi pour faire cette présentation. Alors je connais pas mal de monde dans la salle, mais je vais me présenter rapidement. Je suis Alexandre Bertin, je suis responsable de la veille et de la prospective à Unitech. Unitech qui est donc l'un des incubateurs phares de la région Nouvelle-Aquitaine. Pour la petite histoire, et je vais commencer, voilà, c'est bon, la présentation. Nous avons réalisé en partenariat avec le comité régional olympique et sportif en 2019, un dossier de veille qui portait sur la Sportec justement, et c'était un dossier de veille qui préfigurait la création de l'incubateur. Et dans ce dossier de veille que vous pouvez toujours retrouver sur notre site internet, on s'était intéressé à l'apport des technologies dans la transformation du sport, et on avait mis en avant 3 points. Le premier, et on a vu des exemples tout à l'heure, notamment avec les startups. Un premier point sur qu'apportent les technologies et la data en matière de performance sportive et de gestion de la santé du sportif. Un deuxième point qui portait sur les modèles économiques des clubs sportifs et des fédérations, comment la technologie et la data transformaient tout cela. Et un troisième point qui portait sur l'expérience plutôt du côté du supporter et du fan. Et donc, c'est cette partie-là que je vais vous présenter aujourd'hui, enfin en tout cas qui a été mise à jour depuis 2019, bien entendu, puisque ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a un bouleversement dans l'univers du sport. Tout le monde est au courant ici, bien entendu. Je parle à des spécialistes et des personnes qui sont concernées. Le sport ne se vit plus de la même façon aujourd'hui qu'il y a 10 ans, 15 ans et encore plus loin, il y a 20 ans. Avec les nouvelles générations qui arrivent aujourd'hui, on va dire, sur le marché du sport et de l'entertainment, on parle, nous, d'expérience en tant que supporter, en tant que fan, les comportements de consommation du sport, alors j'aime pas tellement ce terme, mais bon, c'est un terme qui est utilisé, se sont modifiés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va plus seulement au stade pour vivre un match ou une rencontre, une épreuve sportive, mais on vient vraiment pour vivre une expérience. Et on voit peu à peu que les nouvelles technologies, le digital, vont transformer, ou sont en train de transformer le sport en ce qu'on appelle le sportainment, c'est la contraction de sport et d'entertainment. Et on va de plus en plus vers un sport divertissement, une expérience divertissante. Ça, on va le voir dans la présentation, ça vient surtout des États-Unis qui sont précurseurs. On voit ici, je reviendrai sur l'écrin qui est le Golden One Center à Sacramento, qui est un des fers de lance de la transformation numérique du spectacle sportif. En tout état de cause, cette transformation-là répond également à un fait qu'on ne peut plus ignorer aujourd'hui, c'est la désaffection des jeunes générations pour le spectacle sportif traditionnel. Ce que j'appelle le spectacle sportif traditionnel, c'est, comme je le disais, aller dans une enceinte sportive, regarder la compétition et rentrer chez soi et avoir profité du sport. Aujourd'hui, et notamment Boris Soleux, qui est un économiste à l'Université de Normandie, indique qu'on a une réelle désaffection des jeunes générations pour le spectacle traditionnel. Et l'exemple de la NBA est intéressant parce que même si ce n'est pas le sport phare aux États-Unis, en tout cas, c'est un des sports qui résiste le mieux à cette transformation des usages et de la consommation. Et donc, c'est un sport qu'il faut que les professionnels du sport regardent d'un œil intéressé, puisque c'est ce qui va guider un petit peu les transformations à venir. Alors là, je vais passer rapidement sur cette slide. De toute façon, on est vraiment en retard, donc je vais accélérer.
La section sport et entertainment d'Avas a mené une étude assez importante au niveau mondial il y a quelques années de cela, mais qui est toujours assez intéressante à garder dans un coin de la tête. C'est qu'ils ont analysé pourquoi et comment les fans dans différents sports allaient s'engager auprès de leur club, auprès de leur franchise favorite, mais également auprès des sportifs et des stars qu'ils adulent. Et donc, ils ont listé toute une série de logiques. Alors, on suit une équipe par plaisir, on peut la suivre parce qu'on va avoir un désir d'immersion totale dans son club. Une logique de lien social et de participation aussi, ça c'est important et on le verra par la suite comment les réseaux sociaux là, sont un levier pour favoriser cette logique et pour renforcer cette logique-là. Les logiques classiques d'identification et de fierté, là aussi il va exister des outils numériques qui vont permettre de renforcer tout cela. Et enfin, deux logiques un petit peu à part, la logique d'expertise, où on voit que de plus en plus les fans deviennent des experts de leur sport, grâce à la data, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est de plus en plus disponible grâce aux outils qui vont faire que les fans vont devenir des experts et donc des promoteurs de leur équipe à travers ce levier, en tout cas à travers cette expertise-là. Et enfin, une logique de revendication qui est un petit peu à part, où là, en fait, on va se sentir tellement investi dans la vie de son club et de son équipe que l'on va revendiquer cette appartenance et donc mettre en place des mécanismes pour faire en sorte que la communauté de fans de son équipe soit plus importante que la communauté de fans de l'équipe adverse. Et ça, c'est particulièrement visible dans le sport américain. Donc, ces logiques-là, en fait, ce sont des leviers d'action sur lesquels les clubs, les franchises, les fédérations même vont pouvoir jouer pour renouveler l'expérience des supporters et des fans lorsqu'ils vont suivre une compétition sportive. Alors les clubs l'ont très bien compris, notamment les très gros clubs. Là, ici, on a l'exemple du FC Barcelone, qui a mis en place une cellule d'innovation qui s'appelle l'Innovation Hub, qui va mettre en place des outils technologiques, notamment liés à la data, qui prend une place de plus en plus importante dans la gestion des clubs. Et parmi toutes les innovations qui ont lieu dans ces centres technologiques, la partie fan, c'est une partie qui est de plus en plus importante, et notamment sur comment on mettre en place des mécanismes qui vont faire en sorte qu'on va renforcer l'engagement des fans dans la vie du club, dans le soutien du club, et comment on va agir sur des leviers. Et pour cela, on a ici, vous le voyez à l'écran, différentes verticales. On a une verticale sur les technologies immersives, on reviendra un petit peu plus tard après. Une seconde verticale sur l'utilisation de plus en plus importante pendant les compétitions sportives des smartphones ou des tablettes, donc c'est ce qu'on appelle la verticale deuxième écran. On a bien entendu tout ce qui concerne le contenu hyper personnalisé, tout ce qui concerne l'automatisation aussi. Donc, quels sont les outils qui vont permettre au club d'engager plus facilement le fan à travers notamment les chatbots et la relation directe que va avoir le club avec le supporter. On reviendra aussi là-dessus un petit peu plus tard. Et enfin, et là on va pas s'attarder dessus parce que ça sera aussi l'objet d'une présentation de cet après-midi, sur tout ce qui est l'environnement gamifié, c'est-à-dire rendre ludique le rapport du fan à son club, à sa franchise ou à son sportif. Ah, alors là, ça a sauté, parce que là, vous ne voyez pas ce qui est écrit. Normalement, il y avait un fond blanc. Donc, l'idée, je vais vous le lire, c'est écrit « Faire du stade », et je ne me souviens plus exactement ce qui est écrit, d'un lieu d'expérience, un nouveau lieu d'expérience. Donc, l'idée, c'est ce que je vous le disais, c'est qu'aujourd'hui, les fans d'un sport, les fans d'un sportif ne vont plus venir simplement au stade pour assister à une compétition, mais vraiment pour vivre une expérience complète autour de cet événement qui est la rencontre sportive. Et ça, les clubs l'ont compris. Et on a une tendance qui est en train d'arriver, et là aussi, les États-Unis sont largement en avance sur le reste du monde et sur l'Europe. C'est ce qu'on appelle le Smart Stadium ou le Stadium intelligent,
où l'idée, c'est d'utiliser tous les leviers technologiques qui vont permettre aux fans qui vont venir dans le stade de vivre une expérience qu'ils n'ont jamais vécue jusqu'à présent. Et pour cela, il existe, normalement c'était en blanc, là je vois que c'est en noir, il existe tout un tas d'innovations technologiques qui vont faciliter la vie du fan dans l'enceinte et qui vont participer à son expérience augmentée. Donc la navigation intelligente, hein, Omar en a parlé un petit peu tout à l'heure au niveau du sportif. Là, ici, c'est de permettre aux supporters d'organiser sa venue au stade de manière totalement fluide et sans couture depuis l'avant-compétition, c'est-à-dire qu'il y a des clubs qui proposent sur les applications un partenariat avec Waze qui va permettre aux supporters d'organiser sa venue dans le stade, dans l'enceinte également, c'est-à-dire trouver très facilement sa place, et également ensuite sur la sortie du stade. D'autres leviers, bien entendu, il n'y a pas de Smart Stadium sans une connexion à très haut débit. Ça aussi, hein, quand on a des stades de 30 000, 40 000, 60 000 spectateurs et que tout le monde vient avec son smartphone, il faut pouvoir proposer aux spectateurs d'une connexion Internet à très haut débit, donc de la 5G et surtout des relais Wi-Fi très puissants dans l'enceinte du stade. L'expérience augmentée, c'est ce que je disais. Le spectateur, quand il va venir dans un Smart Stadium, il ne va pas venir observer que la rencontre sportive. Il va vouloir aussi vivre à travers son écran principalement des expériences différentes. Et donc là, c'est offrir la possibilité à ce supporter-là de vivre des expériences augmentées. On aura des exemples un petit peu plus tard. Autre levier, et ça, on l'a évoqué, c'est la possibilité dorénavant lorsque l'on va être assis à son fauteuil, de pouvoir regarder la rencontre sportive d'une manière différente, soit en choisissant un point de vue différent, c'est-à-dire que l'on va opter pour une caméra, donc là c'est sur son smartphone, hein, bien entendu, on est obligé d'avoir un médium pour cela. Donc ça va être soit de choisir un point de vue différent pour regarder une action avec un autre point de vue, regarder un ralenti sous un autre angle, mais également d'avoir du contenu augmenté. Donc Omar on a parlé tout à l'heure et je reviendrai dessus tout à l'heure. Vogo propose des solutions en France qui sont relativement innovantes sur ce sujet-là. Le Smart Stadium, c'est également de pousser auprès des supporters et des fans de la data en temps réel, notamment de la data sur l'événement qu'ils sont en train de regarder. Ça peut être des statistiques sur les sportifs, ça peut être tout un tas de données qui vont permettre aux fans de vivre une expérience augmentée. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les fans, dans leur interaction via les applications, via leur smartphone, vont produire de la data qui vont servir derrière au club pour augmenter leur base de données, affiner les analyses, connaître un petit peu mieux les attentes et les attentes et l'expérience vécue par le fan pour toujours aller vers plus de connexion avec le fan en temps réel. Point important aussi, alors là, ça ne s'adresse pas directement aux fans ou aux supporters, mais c'est que dans un Smart Stadium, on va devoir gérer des flots de dizaines de milliers de spectateurs, notamment avec des enfants, des personnes à mobilité réduite. Et tout cela, il faut pouvoir leur assurer une sécurité parfaite dans le stade. Et donc, grâce à des outils technologiques, on va pouvoir suivre en temps réel les points chauds dans le stade, les points d'embouteillage qui vont derrière permettre d'améliorer la sécurité et donc d'améliorer également la fluidité et donc l'expérience du spectateur dans le stade. Autre point important aussi, c'est tout ce qu'on appelle les services annexes, les services à valeur ajoutée. C'est-à-dire que, encore une fois, hein, le spectateur vient dans le stade, alors surtout aux États-Unis, en France, ça l'est aussi, mais beaucoup moins. On va être des consommateurs. On va consommer le spectacle, mais on va également consommer des boissons, on va consommer de la nourriture, éventuellement des goodies. Et donc ici, l'idée, c'est que dans un Smart Stadium, une fois que la rencontre sportive a commencé, on va proposer aux spectateurs de ne plus bouger, mais de commander tout cela avec le smartphone.
et se faire livrer directement sur sa place son hot dog, sa boisson, éventuellement le maillot ou l'écharpe de l'équipe si on est venu sans son équipement. Et tout ça aussi, c'est des services à valeur ajoutée qui vont permettre aux supporters de vivre une expérience augmentée et donc d'être beaucoup plus immergé dans la vie de sa franchise ou de son club qu'il pouvait l'être avant. Et enfin, le dernier point, ça rejoint un petit peu la gestion de la sécurité, c'est les outils de monitoring de la vie en temps réel dans le stade. Donc là, pareil, c'est être capable de déterminer dans le stade les points, qui est lié à la sécurité, mais par exemple, on a des centres de contrôle des fans grâce à leur connexion Internet. Alors c'est un petit peu de la surveillance, bien entendu, à partir du moment où on se connecte avec son smartphone à une application qui est gérée par le stade, on va être surveillé par le stade, mais ça permet donc de voir un petit peu où sont répartis dans le stade les supporters un peu chauds. Ça va être de connaître, par exemple, dans les stades fermés, le niveau de température aussi du stade pour déclencher les aérations si jamais il fait vraiment trop chaud. Bref, tout cela, en fait, participe à une nouvelle expérience du spectateur. Et c'est une tendance que l'on voit arriver très fortement par l'Ouest, en tout cas en Europe, et notamment avec les États-Unis. Et donc, je vous parlais du Golden One Center, qui est donc un écrin qui est basé à Sacramento et qui accueille l'équipe de basketball des Sacramento Kings et qui est en avant-garde. Alors, ça date un petit peu. Maintenant, il y a plein de stades qui sont aussi équipés que le Golden One Center. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les dirigeants ont voulu faire du stade un véritable lieu d'expérimentation. Donc, ça rejoint un petit peu ce que Omar disait précédemment sur l'utilisation finalement d'un événement sportif pour faire de l'expérimentation, pour essayer des choses. Là, les dirigeants de la franchise ont mis à disposition le stade et donc les joueurs et les fans. Ils ont mis à disposition tout cela aux géants du numérique aux États-Unis. On pense à Google, on pense à Verizon pour la connexion 5G. Et donc, ils ont mis en place des expériences augmentées à travers notamment une application dont on voit une capture d'écran ici, qui va permettre aux spectateurs d'interagir en direct avec la franchise, de commander, de voir des replays, d'avoir des expériences un petit peu différentes. Et ce qui est intéressant aussi, dans le cas précis ici, c'est que l'équipe finalement innovation du club a mis en place une relation directe entre le fan et le club, puisque grâce à l'application, donc à chaque fois que le fan va rentrer avec son billet électronique, il va pointer son application sur un QR code, sur un lecteur de QR code, et le club va savoir que le fan est rentré, et il va également savoir que parfois, le fan, il n'est pas venu à 2, 3, 4 rencontres à la suite. Et donc, le club va s'adresser directement au fan en lui poussant des messages pour savoir pourquoi il ne vient pas à la rencontre, quel est son état d'esprit, est-ce que quelque chose cloche, est-ce qu'il a une désaffection soudaine pour le club, et il va lui pousser des offres promotionnelles et des goodies qui vont l'inciter, ou en tout cas qui vont essayer de l'inciter à revenir au club et à se réengager, parce que ça c'est très important, l'engagement des fans pour les clubs, va se réengager dans la vie du club. Donc on voit qu'on a une interaction directe entre la direction de la franchise et le fan pour lui faire vivre une expérience unique, individualisée. Donc chaque fan est considéré comme une entité individuelle et sur laquelle il va falloir agir pour augmenter son engagement. Et là, j'ai la vidéo, donc je vais demander le lancement de la vidéo. Merci. Voilà. Donc ceux qui ont assisté au CIO il y a 2 ans ont déjà vu la vidéo. Et on est dans le club de basket de Bonn, en Allemagne, et on voit comment, tout en utilisant les technologies numériques, on va
Donc là, on a le volet gamification que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça va permettre aux fans aussi, avant d'assister au match, de jouer avec leurs parents. Là, les enfants peuvent jouer avec de la réalité augmentée, peuvent jouer avec de la réalité virtuelle. Et une fois qu'on est dans le stade, grâce à l'application, alors c'est en allemand, hein, donc là on peut changer les caméras pour visionner le match. On a des statistiques qui apparaissent en temps réel. Et donc tout cela, ça participe aussi à une nouvelle expérience que le fan va venir rechercher lorsqu'il va venir regarder une compétition sportive. Donc on le voit, hein, on n'a pas besoin d'avoir un stade démesuré comme à Sacramento. On peut avoir un joli petit stade comme une petite salle comme le Télécom Dome à Bonn, mais on peut mettre en place des outils innovants, même sans être trop clinquant, on va dire, à l'américaine. Alors, Omar en a parlé tout à l'heure. Je vais revenir sur une solution qui est vraiment très sympa. C'est la start-up Vogo, qui a donc été accompagnée par le Tremplin, si j'ai bien compris, qui est située à Montpellier, qui est une start-up française. On a des start-up concurrentes ici qui sont des start-up américaines, enfin qui sont plus des start-up pour certaines. En fait, l'idée ici de Vogo, c'est de proposer une nouvelle expérience aux fans lorsqu'il va être sur le terrain, c'est-à-dire qu'il va se connecter à une application, ici Vogo Sport, qui va lui permettre de participer au match. Là, ici, c'est un match de rugby, mais depuis une autre caméra. Donc, Vogo a équipé le stade d'un ensemble de caméras qui permettent de... Ah, c'est moi ça? Ça va s'éteindre la télé. Je n'ai pas le retour, mais c'est pas grave, je vais me mettre ici pour avoir le retour. Non, mais c'est pas grave. Donc, ça va permettre aux fans d'assister au match depuis un autre point de vue. Et donc, par exemple, comme on le disait précédemment dans le rugby, où c'est un sport de contact, et donc quand on est assis quelque part, on ne voit pas forcément l'action se dérouler aussi bien que si on avait été d'un autre côté. On va pouvoir choisir son point de vue pour profiter pleinement et de manière augmentée à la rencontre sportive telle qu'elle se déroule devant nos yeux. Alors, ce qui est intéressant et ce qui est important aussi lorsqu'on est un club de sport, c'est qu'on a vu que les solutions qui étaient présentées jusqu'à présent, elles se concentraient sur le supporter en tant qu'individu, mais que le sport, c'est avant tout, c'est certes une relation individuelle entre chacun et le club, mais c'est surtout, lorsque l'on va au stade, un événement collectif. Et donc, les clubs ne doivent pas privilégier l'aspect individuel à l'aspect collectif en développant des solutions qui s'adressent simplement aux fans en tant qu'individus, mais bien proposer des solutions qui vont permettre de fédérer une communauté autour de la franchise, autour du club sportif. Alors, il existe tout un tas d'exemples. Je vais en prendre juste quelques-uns. Il y a tout un tas d'exemples sur le sujet. Ici, c'est une société américaine qui s'appelle Scores, qui travaille sur des verres, qui propose des verres en plastique lorsque l'on va au stade. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Scores a utilisé une technologie qui permet donc de colorer le fond du verre aux couleurs de son équipe favorite. Et ici, ça a été expérimenté il y a quelques années lors de la finale lors du Super Bowl, donc la finale de football américain, où deux équipes, les Patriots et je ne sais plus qui jouait en vert, je ne sais plus qui s'affrontaient en finale. Et lorsque l'équipe dont on était fan marquait un point, le verre s'illuminait. Et comme tous les supporters dans le stade étaient équipés de ce verre-là, à chaque fois que l'équipe marquait, on avait une vague bleue ou une vague verte dans le stade. Et en fait, si vous allez sur le site de Scores, il y a des retours d'expérience. Et les fans, alors les Américains adorent ça. Peut-être qu'en France, on est un peu moins chaud là-dessus. Mais en tout cas, c'est de l'entertainment et ça marche vraiment beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que Scores permet de prolonger l'expérience après le match et notamment dans le temps, puisque le verre étant toujours connecté à l'application,
lorsque vous êtes chez vous et que vous regardez le match parce que vous n'êtes pas au stade, lorsque votre équipe va marquer un point, le vert va s'illuminer. Et si jamais vous ne regardez même pas le match et que vous voulez suivre un peu du coin de l'œil parce que vous êtes avec des amis, vous pouvez connecter votre vert et à chaque fois que le vert va se colorer de la couleur de votre équipe ou de la couleur adverse, vous allez pouvoir voir l'évolution du score du match en question. Donc ça, c'est des petites choses qui sont pas forcément très très innovantes, mais qui sont sympathiques et qui ont beaucoup de succès aux États-Unis. L'utilisation des réseaux sociaux aussi est importante pour remobiliser les fans. Donc là, c'est une initiative de la Japan League, qui est la ligue de football professionnel au Japon, qui a constaté une désaffection très importante, notamment chez les jeunes, de l'engagement dans le football là-bas. C'est plus un sport qui attire beaucoup. Et donc, ils ont lié un partenariat avec TikTok, qui est la plateforme actuellement la plus utilisée par les 13-24 ans, pour remobiliser les gens, pour trouver des influenceurs qui vont pouvoir transmettre le message, la bonne parole, pour réengager toute cette génération-là dans le support, je ne sais pas comment on dit, dans le fait de supporter des équipes de football au Japon. Et ça marche plutôt bien puisque depuis quelque temps, les études montrent qu'on a une réappropriation du football au Japon par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Sauf que les réseaux sociaux, ça ne fait pas tout et que finalement, voilà, les réseaux sociaux vieillissent, hein, chacun leur tour. On a une désaffection de Facebook. Instagram commence à être un petit peu sur la sellette, notamment depuis la dernière mise à jour. TikTok, c'est surtout utilisé par les jeunes. Donc, les clubs ont réfléchi, les franchises ont réfléchi, et encore une fois, les Américains sont un petit peu en avance. Et l'équipe de football américain des Rams de Los Angeles a eu l'idée de créer un monde virtuel dans lequel ils invitent les fans à s'inscrire, à rentrer dans ce monde virtuel qui va permettre aux fans d'interagir, non plus sur Facebook, puisque c'était assez limité, mais plutôt de façon un petit peu gamifiée. Les fans vont pouvoir agir dans un environnement qui est totalement dédié à leur équipe. On le voit ici, c'est aux couleurs des Rams. Et surtout, ce qui est important, c'est que pour fidéliser et pour renforcer l'esprit communautaire, les Rams ont créé des pièces, des rooms, comme ils appellent, qui correspondent finalement aux sections des tickets dans le stade. Et lorsque vous allez vous abonner et donc être associé à une place physique dans le stade, qui sera toujours la même pendant tout le temps du championnat, vous allez accéder à une room, à une pièce spéciale dans le stade virtuel, dans cet environnement virtuel, et vous allez pouvoir rencontrer et échanger avec les personnes qui sont dans la même section que vous, en physique dans le stade, et donc entrer en interaction avec ces personnes-là auxquelles vous ne parlez pas vraiment lorsque vous êtes au stade, et rentrer en interaction avec eux. Et ça participera de l'esprit communautaire, ça renforcera l'expérience du spectateur après le match ou avant le match, et ça permet aussi de s'organiser et de créer comme ça une communauté d'intérêt basée sur la proximité physique. Ce qui est intéressant, et ça introduit le point suivant, c'est que, bien sûr, ce sont des Américains, donc ils ont un business, ils ont un modèle économique à faire tourner. Et derrière, ces pièces-là, elles vont pouvoir aussi permettre d'activer le sponsoring, puisque on va pouvoir faire rentrer des sponsors dans chacune des pièces et activer, alors on ne voit pas non plus, activer finalement le fan par rapport à des sponsors. Et là, je vais vous présenter quelques idées, quelques petits exemples d'activation sponsoring. Donc l'activation sponsoring, qu'est-ce que c'est? C'est la mise en place par une entreprise qui sponsorise un club d'événements augmentés, entre guillemets, on va dire, par rapport à simplement un affichage d'un sponsor sur un maillot, pour créer un événement et donc pour renforcer cet esprit communauté de fans autour d'un club et autour d'une marque. Alors Pardon? La vidéo de la panthère, mais elle a disparu? Ah oui. Ah non, c'était avant, mais c'est pas très grave. Ouais, on va passer. C'est pas grave.
Il y avait une jolie panthère, mais je l'ai zappé. Excuse-moi. Donc, alors, il y a le niveau, on va dire pas le niveau 0, mais le niveau 1 de l'activation sponsoring. C'est ici la marque Pedigree, qui est donc une marque d'aliments pour animaux, qui sponsorise une équipe de football australien. Alors, pas de football soccer, mais vraiment du football australien, le pur et dur football australien, les Western Bulldogs, dont l'emblème est un bulldog. Et donc, pour créer un petit événement autour, on crée donc un challenge qui était de prendre en photo son chien avec une écharpe ou un maillot du club et de faire voter l'ensemble des supporters. Et le vainqueur remportait, je ne sais plus, je crois que c'était une année de croquettes gratuites pour le chien. Voilà, donc ça, on va dire que c'est le niveau 0, enfin, ou le niveau 1 quand même, parce qu'il y a des clubs qui ne font même pas ça. On utilise les réseaux sociaux, on mobilise la communauté de fans, mais il n'y a pas voilà, c'est pas très technologique, hein, il n'y a pas d'innovation technologique, mais pour autant, ça fait le boulot et ça permet de communiquer surtout pour Pedigree et surtout, et ce qui est important pour la marque aussi, c'est que ça va collecter des données clients et des données clients qui vont ensuite servir pour les campagnes marketing de Pedigree envers les fans directement. Autre exemple qui est assez amusant, enfin intéressant là pour le coup, il y a quelques mois ou quelques années, oui c'était en 2020 je crois, le championnat professionnel de football féminin en Colombie, la première division était vraiment sur la sellette. Il allait être annulé lorsque une marque de bière qui s'appelle Aguila, qui est une marque assez populaire en Colombie, a eu l'idée finalement de faire un événement autour, pour essayer en tout cas de sauver le football féminin colombien, et a décidé de travailler avec l'équipe championne, alors j'ai plus le nom, qui possède donc une équipe masculine, une équipe féminine, et elle a proposé finalement de séparer le fanion que vous voyez à l'écran sur la poitrine des joueurs en deux, de mettre un demi-fanion sur l'équipe, le maillot de l'équipe masculine, et on le voit à l'écran ici, là-bas, et de dire finalement que l'amour du maillot, il ne peut pas se vivre à moitié, qu'il doit se vivre pleinement. Et donc, ils ont fait une campagne promotionnelle autour de ce slogan-là, et ça a eu un succès fou, puisque le championnat de première division féminin a été sauvé, parce que ça a permis une augmentation du nombre de spectateurs, rien que cette activation sponsor-là, de 663%. Donc une explosion des supporters, en tout cas dans les stades, au point où le football maintenant féminin concurrence le football masculin en Colombie. Et surtout, ça a permis aussi à Aguila de voir augmenter ses ventes, puisqu'elle était associée à cette opération de sauvetage du football féminin. Donc là aussi, pas vraiment d'innovation technologique, mais l'utilisation très intelligente des réseaux sociaux comme levier pour sauver le football. Et enfin, je suis désolé, encore un exemple de football, donc je suis désolé pour les rugbyman, et puis pour tous les autres sportifs aussi. Alors là, c'est un coup de génie de Burger King. Ça, j'adore cet exemple. Puisque Burger King a décidé en 2019 de sponsoriser un tout petit club qui est en 4e division de football anglais, qui s'appelle le FC Stevenage, qui a une fanbase, on va dire, de 250 personnes, et du jour au lendemain a décidé pour 50 000 pounds d'apposer le logo sur leur maillot. Donc la question, ça a été de savoir pourquoi Burger King dépensait de l'argent pour un club aussi peu populaire et aussi peu connu dans le monde entier. Et en fait, là où est intelligent Burger King, c'est qu'ils savent qu'ils se sont servis du jeu de football d'EA Sports qui s'appelle FIFA, qui est un jeu qui est joué mondialement, et pas que par les fans de football, mais par beaucoup de monde, de jeunes notamment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les clubs professionnels qui sont sur FIFA sont reproduits très fidèlement, notamment les sponsors maillots. Et donc, le coup de génie de Burger King, ça a été de sponsoriser cette petite équipe, donc pour 50 000 pounds, pour Burger King, c'est quand même un budget dérisoire, parce qu'ils savaient que sur FIFA,
les joueurs qui joueraient avec ce club verraient le maillot, le maillot et donc le sponsor Burger King. Et là où ils ont été intelligents, c'est qu'ils ont lancé un challenge qui s'appelle le Steve Nage Challenge, avec le fameux hashtag devant. Et l'idée, ça a été de proposer une opération marketing à tous les joueurs de FIFA en proposant des prix assez conséquents à tous les joueurs qui choisiraient cette équipe et qui partageraient sur les réseaux sociaux les meilleurs buts, les meilleures actions, bref, qui feraient voir à l'ensemble du monde entier via Twitch, via YouTube, via les réseaux sociaux, le maillot de cette équipe avec le sponsor de Burger King. Et ça a tellement bien marché que en quelques mois, il y a eu plus de 25 000 ou 250 000, je ne sais plus, vidéos, 25 000 peut-être, vidéos qui ont été partagées. Steve Nage Challenge a été un des clubs les plus choisis sur FIFA 2021, je crois. Et donc, Burger King a réussi le pari de faire parler de lui en utilisant un levier qui était original, qui était celui du jeu vidéo, en dépensant une somme qui est somme toute dérisoire. Et donc, ça a permis aussi à Steve Nage Challenge de devenir un club très populaire. Alors, je ne sais pas si au stade, maintenant, il y a beaucoup de monde qui se déplace pour voir l'équipe. En tout cas, c'est une équipe qui est très suivie sur les réseaux sociaux. Donc, tout le monde est gagnant. Et là, on a un exemple très original d'activation sponsor. Et alors là, je vais passer très vite puisqu'on a dépassé le temps imparti, c'est ça? Donc, il y a toute une partie aussi qui est importante à considérer lorsqu'on est un club sportif, voire une fédération, c'est tout ce qui se passe en dehors du stade et notamment l'expérience fan que l'on va vivre chez soi. Donc, je vais passer les exemples très rapidement. Ça peut être l'exemple, encore une fois, je suis désolé, du football américain avec le College Football Hall of Fame, qui est le Hall of Fame du championnat universitaire, qui est très suivi aux États-Unis, où lorsque le fan d'un club va entrer dans le musée, il va, grâce à son téléphone, choisir sa franchise préférée, et toute l'animation du musée lui sera consacrée à lui et à son club. Donc, il va rencontrer des joueurs virtuels, il va pouvoir participer à des petites animations avec les joueurs qu'il supporte ou avec des joueurs historiques de son université. Bref, là, on a une activation fan qui est assez intéressante et qui se déroule en dehors du stade, mais qui renforce quand même cet esprit communautaire. Il y a bien sûr toute la réalité virtuelle. Dorénavant, on parle de plus en plus des casques à réalité virtuelle, même si on n'est pas encore dans une phase de démocratisation parce que, un, ça coûte encore cher, et deux, parce qu'il y a encore des problèmes d'adaptation et d'acceptabilité des casques à réalité augmentée, réalité virtuelle. Mais aujourd'hui, on est capable, et c'est ce que propose Immersive.io, de proposer au spectateur lambda qui est situé chez lui et qui est équipé de lunettes à réalité augmentée, une expérience réellement augmentée, puisqu'il peut visionner le match en temps réel sur un écran et accéder à des statistiques sur les joueurs et sur la partie en elle-même. La question, c'est, et demain, comment l'entertainment, le sportainment, comment tout cela va évoluer? Donc, je n'aborderai pas la question. Vous avez compris ici, en voyant un petit peu les images, que cette question-là, elle concernera les NFT, bien entendu, avec Sorare. Comment on engage les supporters à travers des cartes collectionnables et notamment virtuelles avec les NFT, mais également le métaverse. Comment le métaverse va s'emparer de cette question-là du sport et de sa relation aux fans. Et donc ça, c'est une transition toute trouvée pour cet après-midi et pour vous faire rester à la table ronde de cet après-midi. Il fait bien le job, hein.